Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui m'a été totalement inspirée par la cicatrice littéraire qui a fait une vidéo où elle demandait à ChatGPT de lui faire des recommandations de lecture. Je vais commencer évidemment par le disclaimer suivant qui est que ChatGPT ne vous recommandera jamais aussi bien les livres que votre libraire indépendant ou vos proches. ChatGPT est un outil à utiliser avec précaution mais comme Internet dans sa globalité. Et enfin, ChatGPT n'est pas source de vérité, la preuve en est quand j'ai déjà filmé cette introduction plusieurs fois et il m'a très souvent proposé des romans qui n'existaient pas. Donc quand ChatGPT vous dit quelque chose, ne le prenez pas comme une vérité absolue, mais allez toujours vérifier l'information. Donc je vais demander à ChatGPT de me proposer 3 ou 4 romans, je vais voir, que j'aurais pas eu l'idée de lire par moi-même, et puis je vais lire les romans qu'il m'a proposés et vous faire mon retour à ce sujet. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un peu une version 2 de cette vidéo où je vais voir des libraires indépendants avec ces mêmes recherches et de voir ce que les libraires me proposent. Moi j'ai plutôt l'habitude de lire des sagas familiales, classiques et contemporains. Je ne lis pas d'histoire d'amour, je ne lis pas de fantasy, je ne lis que de la fiction. Je vais pas me justifier là-dessus, c'est comme ça. Et donc là j'ai peut-être envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mon écran que je vais vous mettre juste ici et je vais lui demander de me donner une histoire d'amour. Donc peux-tu me recommander un roman, je vais lui dire un seul sinon il me met une liste de 15, un seul, racontant une belle histoire d'amour avec un couple. Sinon il peut me proposer des histoires d'amour, enfin des romans dans lesquels il y a de l'amour, avec un couple qui soit émouvante, si possible. Un roman de moins de 500 pages. Je te recommande La délicatesse de David Fuenkinos. Alors j'ai pas de super a priori sur David Fuenkinos, les extraits que j'ai lus, j'ai trouvé quand même très superficiel. Mais bon, ok, c'est sa recommandation, donc La délicatesse de David Fuenkinos. Très bien. Eh bien, je vais lire ça. Je ne l'ai pas, donc je vais devoir l'acheter. C'est noté. Le deuxième roman que je veux lui demander, c'est un roman fiction qui aborde des sujets philosophiques. Je lis pas de philo, mais ça pourrait être intéressant de lire un roman dans lequel des sujets philosophiques sont soulevés. Donc, peux-tu me conseiller un roman fiction qui soulève des questions qui abordent la philosophie, plutôt aborde la philosophie ou les philosophes. Je te recommande Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder. Alors ça, je connais ce roman de nom puisque j'avais une amie au lycée qui l'avait lu. En revanche, moi je ne l'ai pas lu du tout, mais je sais que c'est un roman qui existe, c'est déjà une bonne chose. Donc ok. J'ai pas trop d'a priori dessus, j'ai peur que ce soit un petit peu enfantin. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, ça peut être une bonne entrée en matière pour la philo. Donc je note l'idée. Un troisième roman, je vais lui demander un classique un peu méconnu. Comme ça, ça me fera découvrir un livre auquel je n'aurais pas pensé moi-même. Donc peux-tu me suggérer un classique français ou non? Je vais peut-être enlever le français ou non, parce que sinon ça va lui compliquer un peu la vie. Peux-tu me suggérer un classique méconnu? Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Alors, oui, effectivement, c'est un classique, mais on n'en parle pas trop. En revanche, je l'ai déjà lu. Je l'avais lu au collège, il me semble. Peux-tu m'en suggérer un autre? J'ai déjà lu celui-ci. Que va-t-il me proposer? La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Hyper intéressant, puisque je ne l'ai pas lu. Et hyper intéressant. Zweig, c'est pas un auteur que je connais très bien. J'en ai lu quelques œuvres de lui. Lettres d'une inconnue, j'avais lu
la mort d'un cœur ou un titre comme ça, mais la confusion des sentiments, je ne connais pas du tout. Donc, enfin, je connais le titre. J'ai une vague idée du sujet abordé, mais là comme ça ne me dit rien. Donc ok, la confusion des sentiments. Donc pour l'instant on serait sur la délicatesse, le monde de Sophie et la confusion des sentiments. Et le dernier livre que je vais lui demander, ce sera un thriller. Peux-tu me conseiller un thriller psychologique avec beaucoup de suspense qu'on ne peut pas lâcher? La fille du train, alors, je me doutais qu'il allait me proposer ça, parce que quand j'avais déjà filmé l'introduction, il me l'avait déjà proposé, mais en l'occurrence, j'ai déjà lu La fille du train. Donc, pareil, peux-tu m'en proposer un autre? J'ai déjà lu celui-ci. Les apparences. Alors ça c'est Gone Girl. Pareil, je vais lui en demander un autre parce que pour le coup j'ai déjà vu le film et je l'ai bien en tête, donc j'ai peur de gâcher ma lecture. Peux-tu m'en proposer un autre? La patience du diable de Maxime Chatham. Je n'ai jamais lu Maxime Chatham, donc je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je sais que c'est le mari de Faustine Bollard, celle qui présente l'émission Ça commence aujourd'hui. Mais je n'ai jamais lu le Maxime Chatham. Je vais quand même vérifier que le roman existe parce que comme ça ne me dit rien. Alors... La patience du diable de Maxime Chatham. Et est-ce qu'il existe au format poche? Ce serait ça ma question. Il existe au format poche. La patience du diable. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Très bien. Eh bien c'est noté. Donc je vais partir sur ces 4 romans-là. Ce sera donc, j'avais dit, La délicatesse de David Fuenkinos, Le monde de Sophie de, je ne vais pas réussir à prononcer son nom, Jo Steingarder, La confusion des sentiments de Zweig et La patience du diable de Maxime Chatham. Eh bien je vais acheter ces 4 romans et les découvrir et je vous ferai mon retour un petit peu au fur et à mesure. Je vous retrouve quelques jours plus tard, je me suis procuré les 4 livres qui m'ont été conseillés par ChatGPT. Donc il y a La délicatesse de Fuenkinos, La patience du diable de Maxime Chatham, Jo Stein, je vais dire à l'allemande, Jo Steingarder, Le monde de Sophie et La confusion des sentiments de Zweig. Ce qui est pas mal, c'est que dans l'ordre que j'avais défini, il y a un livre plus épais et un livre plus court. Donc écoutez, je vais les lire comme ça. Je vais donc commencer par La délicatesse de Fuenkinos. Honnêtement, je pense que c'est le livre qui me tente le moins dans la pile parce que j'ai comme je vous avais dit, j'ai de gros a priori sur Fuenkinos juste par le résumé de La délicatesse. Je n'ai pas lu autre chose de Fuenkinos que le résumé de La délicatesse. Et rien que ça, ça m'exaspère. Ça m'a toujours exaspéré. Le truc du jus d'abricot, je peux vous le lire si vous voulez, mais vous le trouverez aussi bien sur internet. François pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision. Ou pire, chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu'un jus ce serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus? Mieux vaut esquiver les grands classiques. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse. Je vais prendre un jus d'abricot, dit Nathalie. Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Ça m'exaspère. Honnêtement, ça m'exaspère. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Je trouve ça tellement faux. Voilà, je crois qu'il y a un truc que je trouve très faux dans ce résumé. Donc peut-être que ça va me convaincre et j'espère bien. Hein, l'idée aussi, c'est que je dépasse certains a priori et que je m'élève. Mais honnêtement, je trouve le résumé, je l'ai toujours trouvé... Bref, hein, voilà. Donc on va commencer par celui-là. Il est très court, il fait 200 pages. Je pense que je l'ai fini en 2 jours. C'est très bien. Je vous dirai ce que j'en ai pensé à la fin.
Elle marchait d'une façon aérienne, comme l'héroïne d'un film italien de 1967. Il voulait avancer lui aussi vers elle. Dans sa dérive romantique, il songeait qu'il devrait se mettre à pleuvoir, que tout le silence à la fin du repas n'avait été que confusion, qu'elle revenait non pas pour parler, mais pour l'embrasser. C'était vraiment étonnant. Au moment où elle était partie, il avait l'intuition qu'il ne devait pas bouger, qu'elle allait revenir, car il était évident qu'il y avait quelque chose entre eux d'instinctif et de simple, de fort et de fragile, et c'était ainsi depuis le début. Forcément, il fallait la comprendre, ce n'était pas facile pour elle, de s'avouer un sentiment alors que son mari venait de mourir. C'était même atroce. Et pourtant, comment résister? Les histoires d'amour sont souvent amorales. J'ai terminé La Délicatesse et honnêtement, je n'ai pas aimé. Je pense que c'est très personnel, mais j'ai trouvé que c'était lourd. Voilà, je peux pas vous dire les choses autrement. Le roman se compose en plusieurs parties. La première partie de l'histoire, j'ai trouvé que ça se lisait quand même assez bien. Je n'aimais pas trop le style, je n'aimais pas trop les partis pris de l'auteur, mais je trouvais quand même que la lecture était facile. Et la seconde partie, je me suis carrément ennuyée. Et j'ai trouvé que l'auteur en faisait beaucoup trop. Que ce soit sur le style, que ce soit sur les chapitres, que ce soit sur l'histoire. Je trouve que ça manquait cruellement de naturel. Et en manquant de naturel dans le style, je trouvais ça très prétentieux. Je vous avais dit que de par la 4e de couverture, je n'avais pas de bons a priori sur le roman. Je m'étais quand même dit, allez, vas-y, bats cet a priori et tu peux avoir une très bonne surprise. Et je n'ai même pas eu de bonne surprise. J'ai, comme disaient les Suisses, je n'ai pas été déçue en bien. J'ai été déçue encore plus que ce que je ne pouvais l'imaginer, ne serait-ce que par le fait que je me sois quand même bien ennuyée sur la deuxième partie du roman. J'ai eu du mal à avancer, j'ai eu du mal à finir et j'ai trouvé en gros que c'était très superficiel. Donc voilà, on va dire ça. C'est un roman que je qualifierais de fast lecture. Alors, quand je dis fast lecture, c'est le genre de livre qu'on lit et qu'on oublie aussitôt et ce n'est pas grave. Mais là, autant il y a des fast lectures que je trouve très agréables, autant ici, ça n'a pas été le cas pour ce roman-ci. Il y a d'autres Fuenquinos qui existent et peut-être avec des sujets qui m'emballeront plus que celui-là. Mais là, j'ai trouvé vraiment que, je vais vous donner un exemple qu'il donne dans son roman. Il fait beaucoup de notes de bas de page qui se veulent humoristiques. Et moi, ça n'a pas pris du tout. Moi, en fait, toutes les notes de bas de page m'ont fait lever les yeux au ciel. Donc je suis désolée, mais pour moi, ça n'a pas été une réussite. En revanche, je vous retrouverai en fin de vidéo pour faire un bilan global des recommandations de ChatGPT et vous dire si je trouve que ce roman répond à ce que ChatGPT m'a proposé. Puisque que j'ai aimé ou pas, ça reste subjectif. En revanche, les recommandations, il y a quand même quelque chose d'objectif. C'est-à-dire que si je vous demande un thriller psychologique, je n'attends pas de ChatGPT qui me dise bah tu n'as qu'à lire La Délicatesse, par exemple. Donc on verra si, par rapport à une belle histoire d'amour émouvante, La Délicatesse était la réponse. Et on passe maintenant au deuxième roman qui m'a été conseillé par ChatGPT, qui est Le Monde de Sophie de Jo Steingarder. Je pense que ça se prononce comme ça, je crois qu'il est suédois. Je pense. Norvégien, il est norvégien. Et c'était, alors pour rappel, c'était un roman de fiction qui avait un message philosophique. Et voici, je vous lis la 4e de couverture. Sophie, 14 ans, reçoit une lettre où ne figure qu'une seule phrase. Qui es-tu? D'autres messages suivent, mais l'expéditeur demeure un mystère. C'est le début d'une étrange correspondance qui plonge la jeune fille dans un voyage au cours duquel elle rencontre les principales figures de la philosophie. Ce roman initiatique a déjà conquis plus de 20 millions de lecteurs à travers le monde. Bon, je pense que ça répond quand même bien à mon attente. Je vais le lire pour vous dire ce que j'en ai pensé d'un point de vue subjectif, mais aussi si ça répondait à la demande que j'avais faite à ChatGPT. C'est quand même un pavé, hein. Je veux dire, si je compare à La Délicatesse, c'est un roman qui est nettement plus conséquent, mais je pense qu'il n'est pas trop compliqué à lire. Et également, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit que c'était un peu la philosophie pour les nuls, pas du tout de manière péjorative parce que il faut toujours commencer quelque part un apprentissage et peut-être que ce roman est un apprentissage de philosophie et qu'il est très bien pour les lycéens qui vont passer le bac de philo. Je ne sais pas, je vais le lire et je vous donnerai mon avis en fin de lecture. J'ai terminé Le Monde de Sophie et j'ai bien aimé.
Un vrai philosophe, Sophie, c'est tout à fait autre chose. C'est en fait tout le contraire. Un philosophe est conscient qu'il sait au fond fort peu. C'est la raison pour laquelle il essaie sans cesse d'atteindre la vraie connaissance. Socrate était un de ces êtres exceptionnels. Il était conscient qu'il ne savait rien de la vie et du monde. Et, avant tout, il souffrait vraiment de cette ignorance. Un philosophe est donc quelqu'un qui reconnaît comprendre fort peu de choses et qui en souffre. Vu sous cet angle, il fait davantage preuve d'intelligence que ceux qui se vantent de tout connaître. La plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas, t'ai-je déjà dit. Socrate, lui, affirma qu'il ne savait qu'une chose, qu'il ne savait rien. Retiens bien cette formule, car cet aveu est rare, même chez les philosophes. C'est d'ailleurs même si dangereux de le déclarer publiquement que tu peux le payer de ta vie. Ce sont toujours ceux qui posent des questions qui sont les plus dangereux. Répondre, ce n'est pas si compromettant. Une seule question peut être plus explosive que 1000 réponses. J'ai bien aimé, malgré quelque chose que je peux déplorer, c'est que il a un peu trop... On ne sait pas s'il a surfé sur le cours de philosophie ou sur l'histoire en parallèle, parce que l'histoire en parallèle est quand même bourrée de mystères, donc on a envie de savoir ce qu'il se passe réellement. Et les cours de philosophie sont parfois un petit peu, je dirais pas indigestes, mais un petit peu gros à avaler. Donc je trouvais que les deux mis en parallèle ne fonctionnaient pas très bien. Nonobstant, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a des parties sur certains philosophes que j'ai trouvées mais passionnantes, d'autres qui m'ont moins intéressée, et j'ai trouvé que sur certains philosophes, la vulgarisation était vraiment très bien faite, et sur d'autres, nettement moins, ce qui fait que je pense que si j'avais eu 14 ans en cours de ma lecture, l'âge qu'a Sophie dans le roman, je suis pas sûre que j'aurais tout compris, et d'ailleurs je pense qu'il y a des passages que je n'ai pas trop compris. Donc je pense que c'est un livre qu'il faut lire une première fois comme un roman, comme ce que j'ai fait moi, et relire une fois d'après comme un apprentissage philosophique en ne se concentrant que sur les parties qui sont les cours de philo. Mais c'est plutôt bien construit, honnêtement. Vous avez la vie de Sophie avec les cours de philosophie en parallèle et comment les deux interagissent entre eux. C'est parfois un peu tiré par les cheveux, je l'admets. Il y a des passages un peu drôles, il y a des passages un peu émouvants, mais il y a aussi le fait que je n'ai pas eu de sympathie pour les personnages, je pense, qui m'a un peu freinée dans cette lecture. C'est parfois un peu long. Mais comme je vous le dis, je vous recommande de le lire si la philosophie est un sujet qui vous intéresse mais pour lequel vous n'y connaissez pas grand chose, parce que c'est un bon premier pas dans ce domaine. Il y a des philosophes qui m'ont bien plus intéressé que d'autres, évidemment. Pour info, ça ne se concentre que sur la philosophie occidentale, donc philosophe grec, et puis Moyen-Âge, européen, Renaissance, et ainsi de suite. Vous n'avez absolument pas, ou alors c'est à peine mentionné, de philosophie orientale, et vous avez pas mal de théologie également, puisque philosophie et spiritualité se rassemblent parfois, et en Europe, la religion prédominante était christianisme, enfin les religions catholiques. Donc il y a quand même un petit peu de ça, et c'est à prendre en compte quand vous lisez ce roman. Et également, si pour vous le format livre vous fait un peu peur, parce que c'est quand même une brique de 650 pages, je vous recommande le compte Instagram je crois qu'elle s'appelle Mélissa Rassoul. Elle vulgarise la philosophie et elle le fait hyper bien en posant des questions et en y répondant avec les avis des philosophes sur cette question. Donc je vous mets son compte Instagram dans la barre d'infos, j'adore ses vidéos. Et je poursuis mon voyage littéraire en interaction avec ChatGPT. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais dans le monde de Sophie, vous avez une partie où elle interagit avec une intelligence artificielle qui ressemble très fortement à ChatGPT dans le fonctionnement. C'est assez bluffant quand on sait que le livre est sorti en 91 et que ChatGPT a été rendu officiel et public en 2022. Donc la partie sur ChatGPT, je l'ai vraiment trouvée très impressionnante et limite flippante, parce que ça nous montre ce que ChatGPT est capable d'emmagasiner comme information et les ressortir, que ce soit sur les connaissances des personnes lambda, que ce soit sur les connaissances culturelles, mais aussi que ce soit dans l'expression des expressions, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais l'intelligence artificielle dans le roman est capable de détecter quand une personne est énervée, et ça fait un peu peur, honnêtement. Quand on lit ça,
On se rend d'autant plus compte que ce genre d'outil tel que l'intelligence artificielle doit être pris avec des pincettes. Ça c'est pour l'anecdote, mais c'est assez marrant à lire comme passage. Donc je continue avec la confusion des sentiments, qui était le classique méconnu que j'avais demandé à ChatGPT de Stefan Zweig. Comme je vous ai dit, j'ai déjà lu du Stefan Zweig, donc je ne me lance pas non plus totalement dans l'inconnu. Et pour la 4e de couverture, donc je vous la lis. Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui, plus que les honneurs et la réussite de sa carrière, a marqué son existence. À 19 ans, il est fasciné par la personnalité d'un de ses maîtres. L'admiration et la recherche inconsciente d'un père font alors naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un amour presque morbide. Freud a salué la finesse et la vérité avec lesquelles l'auteur d'Amok et du joueur d'échecs restituait le trouble d'une passion et le malaise qu'elle engendre chez celui qui en est l'objet. Paru en 1927, ce bref récit est profond connut un succès fulgurant en raison de la nouveauté audacieuse du sujet. Il demeure assurément l'un des chefs-d'œuvre du grand écrivain autrichien. Donc je vais le lire, honnêtement j'ai lu 2 pages pour le moment, c'est très court, ça fait 120 pages, et je vous retrouve après cette lecture pour vous dire ce que j'en ai pensé. Quant à moi, je ne pouvais pas bouger. J'étais comme frappée au cœur, passionnée et capable seulement de saisir les choses d'une manière passionnée, dans l'élan fougueux de tous mes sens, je venais pour la première fois de me sentir conquis par un maître, par un homme. Je venais de subir l'ascendant d'une puissance devant laquelle c'était un devoir absolu et une volupté de s'incliner. Mon sang me brûlait dans les veines, je le sentais, ma respiration était plus rapide, ce rythme impétueux battait jusque dans mon corps et tiraillait avec impatience mes articulations. Enfin, je cédais à mon impulsion, et je me poussais lentement jusqu'au premier rang pour voir la figure de cet homme, car, chose étrange, tandis qu'il parlait, je n'avais pas du tout aperçu ses traits, tellement ils étaient fondus dans la trame même de son discours. Je viens de terminer La confusion des sentiments de Stefan Zweig, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le style, évidemment, c'est très très bien écrit. J'ai bien aimé la psychologie des personnages, notamment le personnage du père qu'on voit au début du roman et le personnage de la femme du professeur, qui est très transparente au début, mais vous verrez vers la fin. Il y a un twist final que je n'avais pas vu venir et j'aime bien être surprise, et là vraiment j'ai été surprise. Il y avait des indices, en y repensant, il y avait des indices au long du roman qui laissaient penser que ça pouvait finir comme ça. Donc il faudrait que je le relise pour relever les éléments qui pouvaient amener à ce dénouement. Mais je dois bien reconnaître que j'ai jamais réussi à véritablement entrer dans le récit. Je me suis sentie toujours très à distance par rapport à celui-ci, et je me suis même sentie à certains moments comme déconcentrée dans ma lecture. Un roman de 120 pages avec une écriture quand même plutôt épaisse, j'arrive à le lire en généralement 2 jours à peu près. Là il m'a fallu quand même 4-5 jours pour le lire parce que je me sentais tout le temps déconcentrée dans ma lecture et j'avais du mal à me remettre dedans. Donc bon, je l'ai peut-être pas lu au bon moment et il faudrait dans ce cas-là encore plus que je le relise une fois pour être sûre de ce que j'ai lu. Et alors il y a un truc, comme je vous ai dit, j'ai déjà lu des Stefan Zweig, mais il y a une dizaine d'années. Enfin, le dernier que j'ai lu, c'était Le joueur d'échecs, et j'habitais en Allemagne quand je l'ai lu. Donc, ça doit faire quasiment 10 ans. Et j'ai lu cet été Les Nuits blanches de Dostoïevski. Et honnêtement, je trouve... Alors, peut-être que mes souvenirs de Zweig sont trop anciens et que je pars un peu loin dans mes explications, mais je trouve que ça se ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau. Honnêtement, on m'aurait fait lire ce roman à l'aveugle, je pense que j'aurais eu l'impression de lire Dostoïevski. Sauf pour le fait que ça se passe à Berlin, voilà, au début en tout cas. Ah, franchement, c'est fou. C'est encore une fois une histoire de rencontre entre personnages qui part dans des élucubrations, mais hyper large, et l'être d'une inconnue, c'est ça. C'est une fille qui rencontre un homme, qui part tout de suite dans des pensées limite extrêmes, c'est ambivalent ce que je dis, mais vous avez compris. Le joueur d'échecs, c'est une rencontre entre 2 personnages. La destruction d'un cœur, c'est la rencontre entre un père et le fait que sa fille devienne adulte. Dostoïevski, Les Nuits blanches, c'est la rencontre entre 2 protagonistes
qui partent tous les deux dans des rêveries et qui en tirent leurs conclusions, et c'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant La confusion des sentiments. Donc peut-être que Dostoïevski a inspiré Zweig, mais honnêtement ça... Oui, enfin... Je vais arrêter de dire honnêtement, je me suis rendu compte que je le disais tout le temps, c'est un tic de langage. Mais véritablement j'ai été, oui je vous dis, interpellée par ça. Dites-moi si vous avez déjà trouvé des similitudes entre Zweig et Dostoïevski. Peut-être que je n'ai lu qu'un seul de Dostoïevski dans ma vie et peut-être que c'est celui-ci qui m'a tracé cette idée, mais c'est le ressenti que j'en ai. Je suis très contente de l'avoir lu, je le relirai certainement parce que je vous dis j'ai du mal à me concentrer dans cette lecture, ce qui fait que je suis pas sûre d'en avoir saisi 100% toute l'essence. Mais le style est magnifique et ça vaut le coup de lire du Zweig. Et si vous devez en lire un seul, j'hésite, mais peut-être si vous êtes pragmatique, Le joueur d'échecs, qui est une superbe histoire. Si vous êtes plutôt dans les envies d'amour passionné et passionnel, Lettre d'une inconnue qui a un petit coup de cœur pour moi. Je ne l'ai pas relu depuis que j'ai 16 ans parce que j'ai peur d'en être très déçue. Mais qu'est-ce que j'avais aimé à l'époque. Mais celui-ci est pas mal du tout, en tout cas je le relirai. Je m'attaque donc au dernier roman de cette sélection, qui est La patience du diable de Maxime Chatham. La couverture est très sombre. Il paraît que Maxime Chatham c'est assez violent. Honnêtement je ne connais pas du tout, donc bon, on verra. Je vous lis la 4e de couverture. Des gens ordinaires découverts morts de terreur. Un go fast qui transporte bien pire que de la... Je ne sais pas si je peux dire ce mot. On va dire... un mot qui commence par D et qui finit par R-O-G-U-E. Et dans ce qui semble être l'antichambre de l'enfer, un homme retrouvé sauvagement égorgé. Miam. Lieutenant à la section des recherches de Paris, Ludivine Vanquer, je ne sais pas, Vanquer peut-être, comprend bientôt qu'un fil sanguin... je suis désolée, il est super tard, je suis super fatiguée, j'ai du mal à lire. Lieutenant à la section de recherche de Paris, Ludivine Vanquer, comprend bientôt qu'un fil sanglant relie ses faits divers. Le mal qui ronge le monde, elle le connaît, elle le côtoie depuis trop longtemps. Alors elle plonge, prête à se nager dans l'horreur pour en retrouver la source. Là-bas, le diable l'attend patiemment. Bon, et ensuite il y a les critiques des journaux. Ça, c'est assez gros comme écriture et je crois que ça fait à peu près 550 pages. Donc je vais m'y mettre, peut-être pas tout de suite parce que je vous dis je suis quand même bien claquée, mais en tout cas je vais m'y mettre très prochainement et je verrai donc si c'est un livre avec un suspense haletant et qu'on ne veut surtout pas lâcher. Professeur, je peux vous demander de passer les échantillons que le docteur Lehmann vous a confiés au chromatographe? Elle l'entendit soupirer. Ça ne viendrait pas de lui, je vous dirais bien d'attendre votre tour comme tout le monde, mais je suppose que c'est important. Vital. Oh, vous savez, s'il y a bien une certitude que j'ai acquise avec l'expérience, c'est qu'avec le sang des morts, il n'y a rien de plus vital. Ce n'est pas le sang d'un mort, professeur, c'est le mien, et ce que vous tenez entre vos mains est peut-être la clé qui sépare la folie de la vérité. Ludivine n'avait jamais cru au diable. Ce n'était pas maintenant qu'elle l'avait rencontré que ça allait changer. J'ai terminé La patience du diable de Maxime Chatham et honnêtement j'ai trouvé que c'était pas mal. D'abord le style, je le trouve très correct pour le style d'un polar, voire même plutôt bon. J'ai une présence canine sur le canapé. Donc j'ai trouvé que le style était plutôt bon pour un polar. J'ai trouvé que la notion du suspense était plutôt bien maintenue et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'ai juste seulement trouvé que c'était capillotracté, voire invraisemblable. La fin, on ne nous explique pas tout et ça manque de crédibilité. Et j'avais deviné qui était le coupable quasiment dès le début, mais ça c'est certainement parce que j'ai lu beaucoup de policiers et donc je connais un petit peu les mécanismes. Pour ce qui est de la violence, moi on m'avait dit Maxime Chatham c'est super violent. Et c'est le cas, hein, c'est très violent, mais c'est tellement violent que ça en devient un peu grotesque. Et donc, que ça en devient, oui, un cartoon à la limite. Donc j'ai pas trouvé ça si lourd
à lire que ça. Je suis pas convaincue d'en lire d'autres de cet auteur honnêtement, puisque j'ai l'impression que tous les sujets se ressemblent un petit peu et je vous dis, j'ai trouvé ça finalement assez invraisemblable, mais pas désagréable à lire pour autant. Maintenant, débrief. Est-ce que les romans que m'a recommandé ChatGPT correspondent à la demande que j'avais faite initialement? On va commencer par La Délicatesse, qui était la proposition de ChatGPT à la suite de ma demande, et qui était un roman de moins de 200 pages qui relatait l'histoire d'amour d'un couple, et je voulais une histoire d'amour jolie et émouvante. Bon, même si je n'ai pas apprécié ma lecture, je ne peux que reconnaître que la demande a été respectée. Le roman fait moins de 200 pages, ou peut-être 210 ou 220 pages. Bon, il est très court, et oui, il s'agit bien d'une histoire d'amour. Il y a bien une volonté de transmettre de l'émotion. Même si ça n'a pas pris sur moi, je suis d'accord avec ChatGPT, c'est bien un roman de 200 pages qui raconte une histoire d'amour, émouvante et belle. Oui, très bien. Ensuite, je voulais un roman fiction qui aborde des notions de philosophie, et c'est Le Monde de Sophie de Jo Steingarder qui a été sélectionné par ChatGPT. C'est tout à fait juste, honnêtement, je pense qu'il n'aurait pas pu mieux choisir. Peut-être n'y a-t-il pas beaucoup d'autres romans fiction qui abordent ces notions-là. Donc là, honnêtement, c'est un sans faute de la part de ChatGPT. Et en plus, c'est une recommandation que je vous recommande également, puisque j'ai pas mal apprécié cette lecture. Un classique méconnu, il y avait La confusion des sentiments de Zweig. Alors le problème du classique méconnu finalement, et je m'en suis rendu compte en cours de lecture, c'est que ça reste quand même très subjectif ce qui est méconnu ou pas, mais ce n'est pas l'œuvre la plus connue de Zweig, donc oui, pourquoi pas un classique méconnu, La confusion des sentiments de Zweig. Je pourrais pas vous dire plus, puisque malheureusement, et là c'est de mon fait, le prompt ne demandait pas un élément du récit, mais plutôt une généralité, donc je ne peux pas être plus précise que cela, mais je pourrais être d'accord sur le fait que si on me demande à moi un roman de Zweig, j'aurais plutôt tendance à vous dire Le Joueur d'échecs ou Lettre d'une inconnue, mais pas La confusion des sentiments. C'est sur ce dernier roman que je vais être un petit peu moins d'accord avec ChatGPT. Je lui avais demandé un thriller psychologique haletant et difficile à lâcher. Sur le haletant et difficile à lâcher, je suis d'accord. De mon côté, j'ai pu le lâcher puisque j'ai mis 2 semaines à le lire, j'étais pas du tout dedans, mais j'imagine que si on se met à le lire, on est très vite happé par le récit puisqu'il y a tous les mécanismes du page turner, les chapitres qui s'arrêtent sur un coup net, une alternance des chapitres avec les histoires, donc on a envie de savoir un petit peu plus à chaque fois, et je reconnais que c'est bien maîtrisé. Donc un suspense qui ne te donne pas envie de lâcher le livre, certainement. En revanche, sur la notion de thriller psychologique, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, il s'agit là d'un roman policier et pas d'un thriller psychologique. Si vous voulez un thriller psychologique, je pense par exemple au Dilemme de B.A. Paris que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et là, on est davantage dans le thriller psychologique puisqu'on intègre la psychologie des personnages pour mieux faire avancer le récit. Et là, les personnages n'ont aucune psychologie. Ça ne vole pas très haut, les ambitions du méchant ne sont pas... du méchant, vous voyez tout de suite, je parle comme si c'était un dessin animé, mais les ambitions du méchant ne sont pas très explorées. C'est un peu comme les méchants dans James Bond où c'est ultra manichéen. Donc non, un thriller psychologique, c'est pas ça pour moi, ça c'est un polar, c'est un polar très correct, hein, ça n'enlève rien à la qualité du récit, mais je ne suis pas d'accord avec ChatGPT sur ce coup-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des récits. En tout cas, moi ça a été le cas, ça m'a forcé à lire des romans que je n'aurais peut-être jamais lus si ChatGPT ne me les avait pas recommandés, notamment Maxime Chatham ou La Délicatesse. Je pense que je ne les aurais jamais lus si je n'avais pas été, entre guillemets, contrainte de les lire dans les cadres de cette vidéo, et même si ce ne sont pas des lectures qui ont révolutionné ma vie,
ça me permet de peaufiner mon avis sur ces lectures et c'est en ça que c'est intéressant. Sachez que j'ai demandé à quelques librairies indépendantes de poursuivre ce principe et d'aller les voir et de leur demander les mêmes... C'est odieux. C'est odieux. Je vous jure, il est 18 h. Il est 18 h et les travaux continuent. Et ils ont commencé à 8 h ce matin. Je n'en peux plus. Donc, je disais, j'ai demandé à des librairies indépendantes de jouer le jeu également, que j'aille les voir avec les mêmes prompts que ceux que j'avais soumis à ChatGPT, même si eux, ce ne sont pas des prompts, bien évidemment, mais plutôt des demandes, et de voir ce qu'ils pourraient me répondre. Donc, peut-être que d'ici quelques mois, vous aurez ce genre de vidéo sur ma chaîne avec des librairies indépendantes. En tout cas, ce projet me réjouit. Moi, je serais en tout cas très curieuse de savoir ce que vous m'auriez recommandé par rapport à ces demandes et également ce que vous avez pensé de ces lectures, si vous avez lu un de ces 4 romans-là ou si ça vous a donné envie d'en lire d'autres, pardon. Et également, pourquoi pas, si vous avez des idées de prompts, si on fait une V2 de cette vidéo, pourquoi pas me soumettre des prompts que je pourrais donner à ChatGPT et avoir aussi ainsi de nouvelles lectures à faire dans un laps de temps plutôt court puisque j'ai commencé à tourner cette vidéo début janvier et là au mi-janvier et là on est fin février. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce contenu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.